Téléspectateurs de Mousso TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission pour une édition spéciale autour de la Covid. L'invité du jour est le professeur Akori Iknan. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Il a accepté de rejoindre notre plateau afin que nous puissions situer sur les nouvelles orientations de la Covid-19 en République du Mali. Professeur, Oui. avant que nous n'allions dans le fond des choses, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Qui est Akori, son cursus, jusqu'à ce qu'il soit à la tête de l'INSP? Bon, tu sais, nous, paramilitaires, d'abord je présente mes vœux les meilleurs de Nouvel An à tous les téléspectateurs. Que la nouvelle année puisse nous permettre de gérer et voire même d'éteindre cette épidémie de Covid-19 afin que les populations maliennes puissent s'adonner à leurs activités traditionnelles. Savez-nous, on n'est pas du genre à parler de nous-mêmes. De façon, l'humilité ne nous permet pas trop de parler de nous-mêmes. Mais quand même, je vais dire que je suis sorti de la fac de médecine en 1988 et immédiatement j'ai travaillé comme coordinateur national des enquêtes médico-économiques et nutritionnelles au niveau du projet Système d'alerte précoce pendant 1 an. Ensuite, j'ai créé le premier centre de santé communautaire du Mali, la Sakoba, que j'ai dirigé en tant que médecin directeur pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai dirigé le GIE Santé pour tous, qui avait pour mission de former les centres de santé communautaires et les médecins de campagne pendant à peu près 5 ans. C'est après que j'ai rejoint l'Institut national de santé publique dans le département nutrition. Et à partir de 2008, j'ai intégré comme maître assistant à la fac de médecine pour enseigner. Et maintenant, Et puis en 2012, nommé directeur de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, actuellement qui intègre l'INSP. Ensuite, en mai 2015, j'ai été nommé directeur général de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, en ICT. Et puis bon, je me retrouve depuis 2019, directeur général de l'Institut national de santé publique, qui regroupe la plupart des structures de recherche du ministère de la Santé, à savoir l'ex-ANSA, l'ex-CREDOS, l'ex-INRSP, et puis une partie du CENAM, c'est-à-dire le département des opérations d'urgence, le centre influenzé, le centre de pharmacovigilance et effectivement aussi le centre de développement des vaccins. Il est clair que votre mission n'est pas du tout évidente, professeur. À peine venu, moins de 2-3 mois après, arrive cette pandémie, la Covid-19. De mars 2020, où on a eu le premier cas à aujourd'hui, que peut-on retenir des actions que vous avez eu à entreprendre? Bon, c'est vrai qu'en venant à la tête de cette nouvelle structure, nous avons des ambitions pour faire de cette structure vraiment un fleuron de la recherche au niveau national, sur-régional, voire même international. Mais effectivement, la Covid-19, comme nous avons des missions de surveillance épidémiologique et de veille sanitaire, c'est tout à fait normal que ça soit une de nos préoccupations et une de nos missions régaliennes. Effectivement, ça a pratiquement occupé tout notre temps, toute notre énergie, cette pandémie. Il faut dire que cette pandémie, nous l'avons après que les premiers cas aient été déclarés en Chine, dans la commune de Yuan, en décembre 2019. Déjà le 2 janvier 2020, nous avons réactivé notre système de surveillance épidémiologique en mettant l'accent sur les portes d'entrée aéroportières, et principalement l'aéroport de Bamako, c'est nous, parce qu'on était convaincus que c'est par là qu'allaient rentrer les premiers cas importés de cette pathologie. Et ce système de surveillance épidémiologique que nous avons mis en place, assez rigoureux, effectivement nous a permis d'être l'un des derniers pays à enregistrer des cas de Covid-19 sur notre sol. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le 25 mars effectivement que nous avons enregistré les 2 cas qui sont importés, qui nous viennent effectivement de France. Précisément par le vol d'Air France du 11 et du 25 de mars. Mars 2020.
Justement, quand on se réfère au contexte, lorsqu'on a eu les premiers cas, le Mali est finalement parti à un confinement. Nous sommes maintenant à l'ère de la seconde vague, comme on le dit, le nouveau coronavirus. Mais dans cette seconde vague, il y a maintenant les écoles qui reprennent, qui vont suivre un protocole sanitaire. Il y a l'arène culturelle aussi qui va reprendre. Mais le monde des transports, les marchés, restent toujours sans masque et refusent du monde. Quelle observation avez-vous par rapport à ça, ou qu'est-ce que le département prévoit dans ce sens? Bon, je voulais dire que de toute façon au Mali, nous n'avons pas observé de confinement. Par contre, nous avons, pendant la première vague, effectivement, opté pour, en tout cas sinon nous, les premiers cas étant enregistrés dans le district de Bamako, il était tout à fait logique, en tout cas par rapport aux recommandations du comité scientifique, le Covid-19, à l'époque de confiner Bamako, mais vu le contexte économique, social, ce n'était pas difficile. C'était un couvre-feu qui avait été instauré, pas un confinement. Et ce couvre-feu, effectivement, a été levé plus tard. Et nous avons vu qu'au début, c'était un peu respecté, mais après, ça n'a pas été tout à fait respecté. Or, une mesure, lorsqu'elle n'est pas entièrement respectée, je pense qu'elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette seconde vague, la première vague, nous l'avons gérée. Et pour rappel, elle a duré pratiquement, elle a évolué pratiquement en 4 phases. Il y a une première phase d'ascension du nombre de cas de façon progressive qui a duré 12 semaines, avec un pic que nous avons eu le 15 juin de 71 cas. Ensuite, il y avait une défervescence progressive de la courbe qui a duré 8 semaines. Et nous avons une phase en plateau avec une moyenne d'à peu près 9 à 10 cas par jour qui a duré 12 semaines. Et je pense que c'est cette phase en plateau qui a certainement fait croire aux citoyens maliens qu'on était vers la fin de l'épidémie. Déjà, nous avions des réticences, on le savait bien, des gens qui étaient dans le déni de la maladie. Et à l'époque, vraiment, l'utilisation des mesures de prévention n'était pas tout à fait respectée par les populations. Et c'est sans surprise. Et nous, on savait qu'on allait avoir une seconde vague, d'autant plus que la reprise s'est faite dans les pays outre-mer. Et donc, c'est sans surprise que nous avons eu cette deuxième phase, qui a évolué aussi, où nous avons eu effectivement le pic pratiquement le 4 et le 5 août, si je m'abuse, avec 155 cas. Et nous sommes maintenant, depuis la 6e semaine, en train la courbe est en train aussi de baisser. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention. C'est parce que hier nous n'avons eu que 7 cas. Il faudrait que les Maliens fassent attention. Ce n'est pas parce que nous avons une baisse de la courbe épidémique qu'on est en phase, en tout cas, d'éteindre l'épidémie. Il faut rester vigilant, surtout que nous avons une souche extrêmement contagieuse qui a fait son apparition en Grande-Bretagne, qui a gagné d'abord l'Afrique du Sud, le Nigeria, ensuite la France, et vous savez bien récemment au Sénégal. Donc nous avons vraiment des inquiétudes par rapport à cette souche qui est extrêmement contagieuse, et si nous l'avons sur notre sol, effectivement, il y aura un rebond encore du nombre de cas. Et donc c'est pourquoi nous en appelons l'esprit, en tout cas civique de nos compatriotes, pour respecter les mesures de prévention qui sont le moyen le plus sûr et le moins coûteux pour effectivement éviter la propagation du virus. Bien sûr, il y aura la vaccination, c'est un autre élément de prévention extrêmement important. Nous y reviendrons. Mais nous ne sommes pas encore là, dans tous les cas. Et le plus important, c'est vraiment le respect des mesures de prévention qui sont extrêmement importantes. Vous parlez tout à fait de l'ouverture des classes. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Comité scientifique, nous avons dit la condition pour que les classes réouvrent, il faudrait effectivement le respect d'un certain nombre de conditions. La première condition, il faudrait qu'au niveau de la plupart des écoles, pour ne pas dire l'ensemble des écoles, et principalement dans le district de Bamako, il faudrait que chaque école dispose de dispositifs de lavage des mains à l'entrée de l'établissement, qu'il dispose de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains,
Et autant que faire se peut, il faudrait que la distanciation physique au niveau de la classe soit respectée et bien sûr le port obligatoire du masque pour tous les enfants. Je pense que c'est extrêmement important que cela soit. Effectivement, si c'est le cas, effectivement, ça pourrait aider de façon extrêmement significative à réduire la transmission au sein de ces établissements. Maintenant, je pense qu'il y a une semaine que les écoles sont réouvertes. Il est important maintenant de faire une évaluation pour voir est-ce que ceci est respecté ou pas. Et je pense que l'éducation nationale aussi a pris une excellente initiative en faisant des cours pendant la première semaine sur la prévention de la maladie pour les enfants afin qu'ils puissent adopter ces mesures de prévention qui sont salutaires pour réduire la transmission de la maladie. Fidèles téléspectateurs de Mousso TV, nous sommes toujours au cœur de votre émission autour de la Covid-19. L'invité du jour, comme nous l'avions dit, c'est le professeur Akori Hikkan, Ignan, qui nous oriente sur les différentes perspectives en cours et ce qui a été fait. Professeur, vous aviez parlé de la variante. La question qui vient est une question à 2 points. D'abord, comment nous nous sommes retrouvés à une étape de variante? Qu'est-ce qu'une variante? Et pourquoi est-ce qu'il y a 3 cas, c'est-à-dire la brésilienne, celle de l'Angleterre et celle de l'Afrique du Sud, si je ne me trompe? Sont-elles les mêmes? Ont-elles les mêmes caractéristiques? Et où y a-t-il des nuances? Et enfin, lorsqu'il y a eu la toute première vague de la Covid-19, beaucoup disaient que c'était à cause du soleil qu'elle n'a pas eu une certaine ampleur. Et cette seconde vague est vraiment tombée sur la période de l'hiver. Est-ce que, on va dire aussi, il y a aussi une variante à ce niveau, il y a aussi un impact par rapport au climat? Merci. Je voulais dire que cette variante, c'est la même variante qui a été découverte pour la première fois en Grande-Bretagne. On l'appelle la 501V2, qui est une variante de la variante Covid. 501V2. 501V2. D'accord. Sinon, le virus lui-même, c'est le SARS-CoV-2. Donc, c'est une variante du SARS-CoV-2 qui a donné naissance à cette nouvelle variante qui est extrêmement contaminante, extrêmement contagieuse. C'est celle-là qui a été transportée en Afrique du Sud, parce que la plupart de ces gens viennent de la Grande-Bretagne, et puis au Nigeria. C'est pourquoi en ce moment nous avons écrit pour dire qu'il était important que nous prenions des dispositions pour que tous voyageurs qui viendraient de ces zones-là puissent être confinés dès leur arrivée. Et fort heureusement, je pense qu'il y a il y a une semaine, le directeur général de l'ANAC a pris une décision pour que tous les voyageurs qui viendraient de ces zones-là, à l'époque effectivement, la France n'était pas concernée. Maintenant, la France est concernée et près de nous, le Sénégal. Effectivement, pour que les gens qui viendraient, les voyageurs qui viendraient de ces zones soient confinés et à leur charge pendant les 2 semaines, afin d'éviter d'introduire effectivement cette variante sur notre sol. Maintenant, nous attendons effectivement la mise en œuvre de cette instruction pour essayer de freiner en tout cas la pénétration. Ce n'est pas facile parce qu'avec le Sénégal, il y a le cordon terrestre. Il y a des gens qui viennent de Dakar par route ou par voie ferrée. Et donc là, nous devons redoubler d'efforts pour essayer effectivement d'entraver. Mais je sais que ce n'est pas chose facile. Confiner des gens, il faudrait d'abord avoir les moyens. Qui est-ce qui va les... Par voie aérienne, c'est peut-être possible, parce que si nous mettons en contribution les compagnies, d'abord les gens doivent se présenter avec un test PCR négatif avant d'entrer sur le sol. Mais aussi, il faudrait les confiner parce que si vous avez un test négatif, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en incubation. Ça dépend au moment où vous avez fait le test. Vous pouvez être en incubation 3 jours après, même si vous avez... Donc les porteurs sains en fait. Les porteurs sains. Et on peut découvrir. Donc c'est pourquoi cette période de confinement, même si on peut réduire cette durée au lieu de 2 semaines, peut-être à 1 semaine, mais ça c'est des choses qu'on peut qui sont discutables et qui vont être gérées par le comité scientifique. Mais c'est la porte d'entrée terrestre extrêmement complexe à gérer parce qu'il y a des gens peut-être
lorsque ces mesures sont instaurées au niveau des frontières, ils peuvent passer, vous savez bien, ou sans passer par la voie d'entrée officielle. Et malheureusement, donc nous attendons franchement que cette variante-là ne puisse pas arriver sur notre sol, mais ce n'est pas chose aisée. Ça, c'est la première variante de votre question. La deuxième, vous avez demandé, est-ce que... c'était quoi la deuxième? La connexion du virus et le climat. Lorsqu'il Voilà, était venu, en mars, c'était la chaleur. En décembre, c'est la période froide. Bon, il faut dire que le virus, quand même, il faut rappeler que ce virus ne résiste pas à l'air libre à plus de 3 heures. 3 heures de temps et le détruit. Et je pense qu'une des raisons qui ont fait que l'Afrique n'a pas connu la même évolution en termes du nombre de cas par rapport à l'Occident, c'est le fait, c'est notre mode de vie. Ici, nous vivons pratiquement à ciel ouvert. Dans les maisons, les gens vivent dans la cour. Et par contre, en Europe, on est tout le temps confiné. Dans les métros, on est confiné. Dans les bureaux, c'est hermétique tout le temps. Dans les maisons, c'est pareil. Donc, et c'est pourquoi je dis, et souvent, même lorsqu'on est dans la chambre à plusieurs, il est important d'ouvrir les volets, les fenêtres. Ça permet la circulation de l'air et donc la concentration du virus dans l'atmosphère s'est réduite. C'est ce qui fait que certainement l'Afrique n'a pas connu la même évolution que l'Europe. Donc ça, je pense que c'est une condition importante. Le climat, la période froide, en plus effectivement de cette variante, traditionnellement c'est la période des infections respiratoires, des infections d'origine le plus souvent virale. Et donc effectivement ça, c'est un élément qui va se rajouter à cette infection à la Covid-19. Donc il y a une fragilité. La période froide est habituellement propice aux maladies virales. Les grippes saisonnières sont connues pendant la saison froide, les enfants toussent, etc. Et donc c'est une fragilité déjà de l'individu et donc qui peut favoriser lorsqu'il est contaminé la propagation. C'est certainement ça qui explique, même si vous voyez cette seconde vague, sa mortalité est beaucoup plus élevée que pendant la première vague. Donc ça aussi, ça peut s'expliquer non seulement par ces comorbidités, mais aussi par ces climats et ces infections déjà respiratoires, certainement qui s'y rajoutent. Mais est-ce que la seconde vague, vu l'ampleur qu'elle prend avec les différentes variantes, peut avoir raison de nos systèmes sanitaires plus ou moins fragiles? Bon, je pense que les pays qui avaient un très bon système sanitaire n'ont pas donné, en tout cas, un très bon exemple en termes de gestion de cette pandémie, parce qu'ils ont été très vite dépassés. Il faut dire que c'est une nouvelle maladie en transmission extrêmement rapide, parce que vraiment dès que vous touchez quelqu'un, et très souvent on touche toujours à son visage, donc on peut transporter les germes par la main, donc manie portée, et pour s'infecter, ça c'est important, surtout lorsque on est en milieu confiné. Et donc les pays africains, effectivement, malgré que le système de santé n'est pas celui aussi développé que celui d'Europe, en tout cas on fait face de façon, j'allais dire, assez importante à cette pandémie, plus que les pays développés. Parce qu'à un moment donné, pendant la première vague, en Europe, en France, on choisissait pratiquement parmi les patients qui il faut sauver, qui il ne faut pas sauver. Ce qui, fort heureusement, n'est pas intervenu, en tout cas ne s'est pas passé dans nos pays, et au Mali en particulier. Mais ce que j'aimerais savoir maintenant, par rapport à la variante, est-ce que vous pouvez situer les téléspectateurs de Mousso TV sur l'ampleur? C'est-à-dire la première vague, à quel degré elle pouvait contaminer et la variante, jusqu'à quel degré elle peut contaminer? Bon, pour l'instant, cette variante, nous n'avons pas la confirmation d'avoir cette variante sur notre sol pour l'instant. Pas qu'elle soit sur le sol. Oui, effectivement. J'ai dit donc, effectivement, déjà la transmission, elle s'est faite soit, j'ai dit, soit c'est la main qui va porter le virus sur les zones de contagion, par exemple la bouche, le nez ou les yeux. Et c'est ça l'intérêt du port du masque pour éviter effectivement la contamination. Donc la nouvelle variante qui est extrêmement beaucoup plus contagieuse certainement pourrait accélérer l'évolution du nombre de cas. Donc pour l'instant, et surtout comme vous le dites, nous sommes en période aussi de grippe saisonnière, la saison froide, qui n'est pas en tout cas améliorer la situation.
le plus important, effectivement, c'est assurer la prise en charge de ces gens. Parce que le système respiratoire qui s'attaque aux poumons, déjà toute grippe, il y a une infection des tracts respiratoires. Et donc maintenant, si c'est cette variante, ça va accélérer effectivement la mortalité. Et c'est pourquoi on voit que la mortalité est extrêmement élevée avec cette variante, surtout lorsque le système immunitaire n'est pas assez bien développé. D'accord. Professeur Akori, vu que la variante est tout près de nous, vous dites que vous aviez contacté la tutelle pour qu'il y ait des dispositions. Qu'est-ce que vous avez proposé, entre autres, au-delà du cordon routier à contenir? Parce que jusqu'à présent, les populations entendent la variante, mais ils n'ont pas réellement idée de ce qu'il y a. Vos explications de cet instant viennent de situer un peu, mais au niveau institutionnel, au niveau même de votre entité, qu'est-ce qui est proposé? J'ai dit la proposition la plus logique, c'est d'empêcher effectivement l'introduction de la variante sur le sol. Ce qui est un peu compliqué, parce qu'avec la circulation des personnes, je dis bien la voie aérienne est beaucoup plus simple, parce que les passagers, en tout cas, il y a une possibilité de cibler tous les passagers qui arrivent, parce qu'ils viennent par voie aérienne. Donc il y a des cordons au niveau de l'aéroport qui vérifient si les gens ont le certificat test Covid négatif. Mais si la mesure consiste à ce que tous ceux qui viennent de ces zones, quel que soit le test, sont systématiquement confinés, comme nous l'avons fait pendant la première phase pour les Maliens. Tous ceux qui venaient sont confinés 2 semaines dans les hôtels, quel que soit le résultat du test. Ils sont testés à l'arrivée et ils sont confinés 2 semaines. Ils sont testés le 7e jour. Et le 13e jour, lorsqu'ils sont négatifs, on les libère au bout de 2 semaines. Mais il faut dire que ça, c'était le ministère, l'État qui avait pris ça en charge, parce que c'était des Maliens. Maintenant, si la mesure qui a été prise par l'ANAC consistait à ce que ces passagers soient confinés et à leur charge, il faudrait effectivement des mesures pour que le personnel sanitaire, les services de sécurité veillent à ce que le confinement soit réel, parce que si vous êtes confiné dans un hôtel, il ne faudrait pas que vous sortiez pour aller. Et donc ça, c'est des mesures extrêmement qui nécessitent un système d'organisation tout à fait affiné. Et nous, c'est cette proposition que nous avons faite. Nous entendons de voir est-ce que ça va être appliqué ou pas. Ça, c'est au niveau des cordons terrestres. Cordons aériens, pardon. Mais au niveau des cordons terrestres, nos frontières sont poreuses. C'est là où nous devons redoubler d'efforts, mettre en place des équipes pluridisciplinaires avec les forces de sécurité, avec les agents de santé, pour que tous ceux qui rentrent, effectivement, puissent être testés. Et là, nous avons opté pour les tests rapides à ce niveau, mais le confinement, le test, j'ai dit, ça ne va pas empêcher l'introduction, en tout cas des personnes qui vont passer à travers les mailles. C'est pourquoi nous préparons effectivement à ce que cette variante arrive sur notre sol, parce qu'elle est déjà aux portes. Donc c'est effectivement renforcer les mesures de prévention. Je pense que c'est l'occasion de lancer un appel à ceux qui étaient dans les dénis, qui ont pratiquement délaissé l'utilisation des mesures de prévention, le port du masque, le lavage des mains, etc. C'est le moyen le plus efficace pour essayer d'éviter la contamination, quelle que soit la variante. Mais professeur, est-ce que vous croyez que le système rotatif dans les administrations, peut-être même le couvre-feu, sont des éventualités? Bon, le couvre-feu, ça réduit la circulation pendant une période de la journée. Ça, c'est un élément important. Mais pendant la journée, les gens travaillent, les gens vont au marché. C'est un espace ouvert. Si les mesures de prévention sont respectées à ce niveau, si la plupart des gens utilisent les masques, c'est un moyen qui peut réduire la contamination. Mais le respect, je dis, une mesure n'est importante que lorsqu'elle est vraiment respectée. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir, lorsqu'on fait un couvre-feu dans les quartiers, etc., d'empêcher le regroupement des grains, etc. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, il faut que c'est les citoyens eux-mêmes qui doivent se convaincre de la dangerosité de cette maladie,
de risques élevés de transmission et qu'eux-mêmes, ils prennent les mesures pour éviter le regroupement au sein des familles. Sinon, vous avez beau faire le couvre-feu, les services de sécurité, c'est dans les rues qui regardent s'il y a des gens, mais ils ne regardent pas s'il y a des grains au niveau des grains d'été au niveau des familles, etc. Donc le regroupement aussi est un facteur de contamination, surtout si les gens ne respectent pas les mesures de prévention, s'ils ne portent pas les masques, s'ils ne respectent pas la distance physique à l'intérieur. Donc ça, c'est peine perdue. Donc je pense que le plus important, c'est le citoyen lui-même qui doit se convaincre que c'est une maladie, qu'ils doivent tous contribuer pour éviter effectivement sa transmission. C'est le seul moyen de rompre la chaîne de transmission. En tout cas, c'est le moyen le plus efficace. La sous-région vient de décider que le test, qui s'appelle d'ailleurs PCR, vous allez nous dire pourquoi, soit maintenant mis à $50. C'est vrai que chaque pays avait un peu son prix, 50 000 par-ci, 100 000 même à Cotonou, et même les pays anglophones. Déjà, comment est-ce que vous appréciez cette décision, mais aussi quand est-ce qu'elle sera effective ici? Bon, moi je pense qu'une harmonisation dans un espace, c'est toujours important parce que, effectivement, la CEDEAO et des peuples ont opté pour la libre circulation des personnes et des biens. Donc il est important que les procédures ne varient pas d'un pays à un autre. C'est extrêmement important. De votre budget, vous avez prévu 35 000 francs ici, vous allez à Cotonou, c'est 100 000 francs, vous allez ailleurs, c'est un autre prix, c'est 40 000 francs. Donc je pense que cette harmonisation, pour moi, est tout à fait la bienvenue. Maintenant, quand est-ce qu'il faut l'appliquer? C'est la décision politique. Nous sommes des techniciens. Nous attendons. Je pense que et la CEDEAO, je ne sais pas si elle a défini une date limite à partir de laquelle tous les pays, parce que c'est une décision communautaire, c'est vrai, mais il faut que les pays à l'interne adoptent, n'est-ce pas, la décision communautaire ou l'arsenal réglementaire et juridique interne. Ça, c'est un élément important. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être appliqué. En tout cas, dès que ceci sera fait, nous allons l'appliquer et je pense que c'est une bonne chose. Restons toujours dans le cadre sous-régional. Je suppose que vous êtes en lien avec tous vos confrères de plan de riposte dans la sous-région. Comment ça se passe? Nous avons tous les mardis, je dis bien tous les mardis, et par visioconférence, une situation, n'est-ce pas, de tous les pays par visioconférence. Nous alimentons une présentation que tous les pays renseignent et qui est présentée au niveau de la sous-région et nous discutons des thèmes réguliers. Ça, c'est tous les mardis que Dieu fait. Depuis le début de la crise, nous faisons ces visioconférences avec tous les pays de l'OAS. Pourquoi? Ça, déjà, ça permet de voir les expériences des autres, les difficultés des uns et des autres, pour pouvoir s'enrichir mutuellement des expériences réussies. Je pense que même ce mardi, la semaine qui vient, je pense que c'est l'expérience, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus si c'est la Guinée ou pas qui va être présentée, ou bien le Niger, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, tous les mardis, on se retrouve pour discuter, présenter d'abord la situation globale de l'espace, parce que chaque pays envoie, on renseigne les informations. La base de données? La base de données. Et l'OAS, effectivement, fait une publication, une présentation. Il y a un pays qui présente, mais la situation d'ensemble. Et s'il y a des expériences réussies par-ci, on les partage et on discute. Ça, c'est tous les jours. Pourquoi le test, il s'appelle test PCR? Et aussi, on a appris qu'il y avait des réseaux de faux tests. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce vrai, est-ce fondé? Bon, je pense que lutter contre la contrefaçon, la piraterie, le vol, etc., c'est quelque chose d'extrêmement répandu et la lutte contre ces phénomènes sont extrêmement difficiles. Le règlement sanitaire international impose que c'est une seule structure qui doit réaliser et délivrer les certificats par rapport au test PCR. PCR, c'est la méthode tout simplement, comme on appelle, biologique, qui est homologuée dans tous les pays. Parce que si on fait un test dans un pays et un autre test, ça ne marche pas. Donc c'est la PCR, c'est la méthode la plus rigoureuse qui donne un résultat parce qu'elle caractérise même le génome du virus parce que c'est un virus ARN. Ça permet de voir est-ce que le virus en réalité existe ou pas chez cet individu testé. Donc, je sais qu'il y a des certificats parallèles.
un peu partout. Je crois que même en France, il y avait un circuit. Ici aussi, il y en a un circuit. Nous essayons de lutter contre ça. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de l'INSP? Nous sommes en train de tester un nouvel outil que nous avons testé il y a 2 jours, que nous mettons en place avec un code barre, parce que les gens, il peut arriver que quelqu'un qui a un test positif, parce qu'on ne délivre pas les certificats quand votre test est positif, on vous envoie dans les structures de prise en charge, mais les gens souvent s'arrangent à falsifier le test et se donner un test négatif, mais malheureusement nous envoyons la base de données à l'aéroport et on peut découvrir facilement si la base montre que votre test est positif et que vous montrez un test négatif, on vous empêche de voyager. Ça, c'est des mesures qui sont prises. Mais les faux tests, on prend le test qui est délivré par l'Institut national de santé publique, seul habilité à délivrer le certificat. Il y a des gens qui le falsifient et le revendent à un prix beaucoup plus réduit. Ça, c'est possible. On a entendu parler de ça. Nous sommes en train de faire des enquêtes pour essayer de démanteler ces réseaux. Mais je pense qu'avec la nouvelle méthode que nous allons mettre en place, avec le code barre, il suffit qu'à l'aéroport, il regarde si c'est votre nom, etc. et si le test est positif ou pas. Est-ce que l'outil a une appellation? Ou c'est simplement le code barre en fait? C'est le code barre, c'est un système informatique qui génère directement les certificats, qu'on peut même en ce moment envoyer aux gens par mail, etc. Et il y a un code barre. Le code barre, ça permet de voir l'identité et le résultat. Si c'est votre nom qui est inscrit, on ne peut pas, même si sur la version papier, vous inscrivez le nom de quelqu'un d'autre, ou que sur le résultat, votre test était positif et la version papier vous mettez négatif à l'aéroport, il suffit de passer sur une machine, et même certains téléphones disposent de cette capacité, et on voit exactement votre nom et le résultat du test. S'il n'est pas de vous, ou bien le test qui était initialement positif, vous le mettez négatif, ça sera si immédiatement et on vous empêchera de voyager. Avant d'entamer la 3e partie qui porte sur le vaccin, nous allons conclure sur un point. L'INSP collabore avec qui? Qui sont ses partenaires? Mais aussi, on a parfois le sentiment que c'est au niveau de la commune 2, à l'hippodrome, que tout se fait. Est-ce qu'il y a des antennes dans d'autres quartiers ou est-ce qu'il est prévu une décentralisation pour éviter aussi un entassement des foules? Dans le domaine de l'épidémie, il y a 2 aspects qu'il faut différencier. Il y a la surveillance épidémiologique, les tests que nous faisons, qui sont prélevés au niveau des districts sanitaires. C'est les districts sanitaires qui prélèvent, qui envoient les échantillons. Et pour l'instant, nous avons 4 laboratoires qui font les tests. Nous avons le laboratoire de la faculté de médecine, l'ICRC. Nous avons le laboratoire de l'Institut Charles Mérieux. Nous avons le laboratoire de biologie moléculaire appliquée de la FAST et le laboratoire de l'INSP qui fait la coordination de tous ces labos. Au-delà de ces labos, dans le domaine, toujours je suis dans le domaine de la surveillance, nous avons le ministère qui a maintenant un laboratoire, donc qui peut faire le test. Sont-ils en collaboration avec vous? Bien sûr, c'est nous qui validons. Je dis la coordination des laboratoires, c'est l'Institut national de santé publique sur l'étendue du territoire. Parfois, certains pensent que la MINUSMA fait un peu cavalier seul. C'est une perception. Oui, bon, de toute façon, par exemple, ils avaient demandé à ce qu'ils dérivent le certificat. On dit non, le certificat, c'est l'exclusivité de l'Institut national de santé publique. Il y a des miniers aussi à qui on a donné la possibilité de faire le test. Ils avaient demandé de faire le certificat, nous avons dit non. Le certificat est exclusivement délivré par une seule structure. Et ça, c'est le règlement sanitaire international qui le recommande. Maintenant, par rapport au voyage, on ne peut pas délivrer, on ne peut pas faire les tests à plusieurs niveaux parce que c'est pour éviter ce problème de faux certificats, etc. Pour tout ce qui concerne les voyages, c'est exclusivement au niveau de l'INSP. Mais je pensais que... Est-ce que l'INSP a des antennes, par exemple, à Ségou, à Sikasso, qui pourraient faire ça? Non. Telle est la question. Non. L'INSP, les laboratoires de l'INSP, c'est uniquement au niveau de l'hippodrome. Nous avions un laboratoire de parasitologie qui est en face du ministère de l'Éducation, qui est maintenant d'ailleurs en rénovation parce qu'on est en train de construire un centre de cytogénétique et de toxicologie, c'est en construction. Et puis nous avons des antennes, une antenne à Bandiagra,
avec un laboratoire, mais c'est pour les examens habituels de routine, nous ne font pas les tests. Nous avons une antenne à Séléngué, une antenne à Kolokani. Et on avait une antenne à Gossi, qui depuis les événements disparus n'existe plus. Ça, c'est les antennes de l'Institut national de santé publique pour la recherche, n'est-ce pas? Par rapport aux tests, il est prévu effectivement la décentralisation des tests au niveau des régions. Mais jusqu'à présent, on a opté pour la méthode PCR. Mais la méthode PCR est compliquée, il faut être formé. Et parce qu'il faut un environnement, même au sein du laboratoire, parce que si vous allez dans les régions, souvent les laboratoires, c'est une salle ou deux salles. Or, tout ce qui est bactériologie, avec les risques de contamination, non seulement du milieu, mais aussi des opérateurs, des agents, il faudrait une salle dédiée. Et la PCR, justement, ça permet avec une machine, je ne suis pas spécialiste, qui permet avec une pression négative pour que celui qui manipule effectivement le virus qu'il est en train de, l'échantillon qu'il manipule, parce qu'il y a une inactivation du virus d'abord pour l'inactiver pour qu'il ne soit pas dangereux, avant de techniquer et voir si comment on appelle, l'ARN existe ou pas au niveau du virus. Donc il y a toutes ces étapes, il y a cette pression négative qui fait que ça renvoie vers l'extérieur, en tout cas l'air est renouvelé toutes les secondes, et donc le sujet qui est en train de manipuler ne se contamine pas. Donc il y a tout un, c'est ce qu'on appelle un P3, donc un niveau de laboratoire assez élevé, P2 ou P3. Donc ça demande des conditions particulières. Au niveau des régions, nous avons un autre appareil qu'on appelle le GenExpert, qui peut faire aussi, qu'on peut paramétrer pour faire effectivement la PCR. Et ça, c'est mieux adapté parce que tout s'est fait au sein de l'appareil, donc il y a moins de risques pour l'opérateur, celui qui est en train de manipuler. Et ça, cet appareil se trouve pratiquement dans toutes les régions. Mais malheureusement, le nombre de plaques est limité. En général, c'est 4 plaques ou au maximum 12 plaques. Donc ça veut dire qu'il faut, si vous avez des échantillons, 30, 40, 50 échantillons, il faut faire plusieurs fois. Et c'est pourquoi on a décidé effectivement que ce soit la PCR, parce que ça peut prendre une cinquantaine d'échantillons à la fois. Mais il faut que les mesures d'accompagnement, de formation et de mise du local en forme soient réalisées. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là, mais c'est prévu dans le plan de prévention et de riposte contre la COVID-19 que les laboratoires des régions soient dotés de ces outils PCR-là pour qu'ils puissent faire le diagnostic. Téléspectateurs de Bousso TV, vous êtes toujours dans votre émission autour de la Covid. Le professeur Akori est notre invité. Professeur, oui. Le vaccin. 2021 commence avec le débat autour du vaccin à travers le monde. Il y a même plusieurs pays qui le produisent. Le Mali vient d'annoncer officiellement que le vaccin sera là, pratiquement dans 2 mois. Fin mars, pour commencer à être, comment dirais-je, dispatché en avril. Parlez-nous un peu de comment est-ce que le Mali en est arrivé là, comment est-ce qu'on a pu acquérir ça et comment est-ce que ça va se passer? Bon, je pense qu'à l'instar des autres pays, le Mali aussi est candidat à vacciner sa population pour rompre la chaîne de transmission. Parce que j'ai dit, pour rompre une chaîne de transmission, il y a les aspects prévention, comme on a dit, par le respect des mesures barrières, mais aussi il y a la vaccination, qui est un élément important parce que si le sujet est immunisé, effectivement, ça l'empêche de faire la maladie. Donc, comme tous les pays, nous sommes candidats à l'obtention du vaccin et je pense que c'est près de 8 700 000 doses qui sont programmées pour le pays. Et nous avons le Centre national d'immunisation qui, depuis déjà plusieurs semaines, est en train de travailler sur les aspects organisationnels et sur toute la chaîne logistique qu'il faut mettre en place pour recevoir les vaccins. Les cibles aussi sont déjà identifiées et je pense que déjà, au bout d'1 ou 2 semaines, il y a une formation qui va se faire pour essayer d'harmoniser tous ces dispositifs pour que le jour où le vaccin sera disponible au niveau du pays, où est-ce qu'il doit être, en tout cas, stocké si vous voulez, au niveau de Bamako, mais au niveau aussi de capitale régionale, parce qu'il faut vacciner aussi à l'intérieur du pays. Tout ce dispositif est en train d'être mis en place et donc je pense que lorsque le vaccin sera là,
Et toute cette chaîne-là sera huilée et nous serons à même de pouvoir vacciner les populations. Pour l'instant, c'est les 8700 vaccins doses qui sont programmés. Il y a d'autres possibilités d'avoir des perspectives pour avoir d'autres vaccins, parce que ça, pour la population malienne, ça fait que pratiquement si on prend les 2 doses, ça fait 12,5% de la population malienne. Bien que des priorités étant fixées, le personnel de santé, les personnes ayant des comorbidités prioritairement, et donc en fonction de la capacité du pays à acquérir d'autres doses, effectivement les populations seront progressivement vaccinées. Il nous revient que le Mali a opté pour le vaccin indien. Est-ce le cas et pourquoi l'Inde? Il faut dire que nos pays, et les pays en Afrique en général, ne peuvent opter pour que ce seul type de vaccin. C'est celui qui se conserve entre 2 et 8 degrés, 4 et 8 degrés. 4 et 8 degrés? Oui. Et ça, nous avons les possibilités logistiques pour le faire. L'autre vaccin, il se conserve à moins 70, moins 80 degrés. Donc il y a toute une logistique qui est extrêmement coûteuse qu'il faut payer pour le faire. Même si la logistique existait à Bamako, mais quand on veut vacciner dans les régions, comment garder ce vaccin à moins 70, moins 80 pour éviter des avaries? Bien sûr, ça c'est extrêmement difficile pour nos pays. Je pense que c'est extrêmement difficile. Je pense que la plupart des pays africains, etc., ne peuvent utiliser que ces vaccins qui se conservent aux températures habituelles. Maintenant, nous allons aborder, d'abord avant d'aller sur ce point, l'INSP Inside, la question du vaccin. Vous avez parlé des sceptiques. Il y a certains qui disent que la Covid n'est pas vraie, même si avec les mortalités, on a même vu des personnalités décédées, c'est de plus en plus pris au sérieux, et même le masque fait maintenant partie de notre garde-robe. Mais vous savez, lors de la première vague, il y a eu une polémique par rapport à d'éventuels vaccins, d'éventuelles campagnes de vaccination. Ça a finalement provoqué assez de débats. Des grandes personnalités, des grands sportifs comme Didier Drogba. Des réticences. Ouais, il y a eu des réticences. Et vous savez, quand je fais le micro-trottoir, quand notre rédaction va à la rencontre du peuple, et qu'on dit que bientôt il y aura un vaccin, beaucoup disent non, je ne veux pas. Quel est le message qu'il faut passer, ou comment est-ce que vous pensez qu'il faudra vraiment procéder pour qu'il y ait une acceptation et éviter de mauvaises surprises? Bon, moi je pense que c'est aux États-Unis que se développe toujours, en tout cas, un groupe anti-vaccin depuis un certain temps, en dehors même de la Covid-19. La vaccination traditionnelle, la vaccination contre la rougeole, contre le choléra, contre toutes les autres des éternels opposés. Voilà, il y a toujours un lobby extrêmement fort qui se développe aux États-Unis contre la vaccination, qui est en train de se répandre. Et je pense que l'intérêt de la vaccination aujourd'hui n'est plus à démontrer. La rougeole, elle fait des dégâts dans notre pays. Je me rappelle déjà en 86, à Gossi, moi j'étais là pour la grande enquête du gourmand, à l'époque menée par l'Institut national de recherche en santé publique. J'étais étudiant à l'époque. Déjà, j'ai participé à cette enquête où on trouvait des familles entières disséminées, aussi bien des adultes, suite à la rougeole, en 86, de rougeole. Et souvent même, c'est les petits-enfants qui résistaient mieux que les adultes, parce que c'est des sujets neufs, qui n'ont jamais fait entrer en contact avec le germe, donc qui n'ont pas développé de prémunition, encore moins d'immunité, donc qui pouvaient en mourir. Moi, ma propre petite sœur est morte de rougeole à l'âge adulte. Donc, je veux dire parce que c'est des sujets neufs. Donc, avec la vaccination, parce que c'est des zones qui ne sont pas vaccinées, des gens qui n'ont pas été vaccinés, et donc l'intérêt de la vaccination, de mon point de vue, n'est plus à démontrer. Maintenant, au niveau mondial, des gens qui disent que ça contiendrait un virus qui va au contraire développer d'autres pathologies, le VIH, etc., je ne crois pas qu'on soit aussi... parce que je crois qu'il y a l'Organisation mondiale de la santé, ce vaccin qui va venir, c'est avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et du CDC Afrique. Je ne crois pas qu'on puisse effectivement
donner une variante qui soit... Je pense que si vous vous rappelez même en France, la ministre, je crois, de la Santé a bien dit il faut que le vaccin, il faut qu'ils aient une transparence sur le vaccin qui va en dehors de l'Europe pour qu'on sache que ce soit un vaccin de qualité. Je ne crois pas qu'il y ait un complot international contre toutes les populations entières. Moi, je ne crois pas. Dans tous les cas, les premières personnes qui sont candidates à cette vaccination, c'est le personnel de santé, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Donc s'il y a des effets, tout vaccin a des effets adverses, c'est fort possible. On le voit, ça c'est tout à fait vrai. Avec des paralysies qui peuvent arriver, mais effectivement qui peuvent, avec une rémission dans quelques jours, il y a des effets secondaires de tout vaccin, mais de dire que c'est un vaccin qui va engendrer d'autres pathologies, en tout cas moi je ne crois pas. Je pense que si c'est le meilleur moyen de vacciner les populations pour réduire cette épidémie, si on ne fait pas attention, elle va même devenir endémique, donc nous allons vivre avec comme le paludisme. Donc nous avons tout intérêt effectivement à vacciner une large partie de la population pour effectivement éviter la propagation de cette épidémie. On parle de vaccin. Au moment de la première vague, on se souvient que Madagascar, en son temps, avait eu sa formule, ou aurait eu sa formule, à travers l'artémisia. Une année après, pour vous qui êtes même du corps de la santé, est-ce que réellement l'artémisia peut faire partie de la solution, ou est-ce que finalement ce n'était qu'un coup de com'? Ou est-ce que... qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ça c'était par rapport au traitement. Oui. Le traitement, parce que de toute façon, le traitement associé à la chloroquine est un antibiotique. L'artémisia, c'est un dérivé du quinquina, donc de la chloroquine qui traite contre le paludisme. Donc ça pourrait effectivement avoir un effet. Mais une année après, est-ce que ça tenait la route? Est-ce qu'on peut dire que c'était quelque chose qui tenait la route, ou à cet instant, c'est caduc, ce n'est plus d'actualité? Bon, ce que je sais, c'est que dans tous les cas, je pense que c'est une campagne qui n'a pas fait long feu. À l'époque, on disait si effectivement c'était avéré, parce qu'un médicament, pour voir s'il est efficace, il faut le tester. Bien sûr, et il y a eu plusieurs doses un peu partout. Il faut faire des essais cliniques, des gens qui ont le vaccin, ceux qui n'ont pas eu, voilà. Donc malheureusement, ceci n'avait pas été en son temps exposé au monde scientifique, c'est pourquoi il y a eu un certain nombre de réticences. Donc je pense que ça s'est éteint tout seul. Sinon, même au Mali, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont le médicament contre la Covid, médecine traditionnelle. Nous sommes effectivement un pays qui utilise la médecine traditionnelle dans toutes nos communautés. Mais est-ce que l'artémisia peut faire ses effets? Vraiment, je ne suis pas assez compétent pour ça, parce que de toute façon, pour nous au Mali, nous ne l'avons pas utilisé parce qu'on n'avait pas d'argument scientifique pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est une question à laquelle je ne peux répondre parce que je n'ai pas d'éléments concrets pour pouvoir répondre. Est-ce que c'est c'était efficace ou c'était pas efficace? Je n'ai pas de résultats scientifiques pour pouvoir me prononcer sur cette question. Quelques années plus tôt, dans notre sous-région, on avait été exposé à l'Ebola, qui a réellement secoué le système sanitaire et qui a créé une certaine organisation qui a même donné naissance à une certaine expertise. Est-ce que les entités de l'Ebola ont pris contact avec vous dans la riposte contre le Covid? Bon, je vais dire que Ebola et Covid-19, c'est pas du tout. Je ne parle pas des maladies. Hein. J'arrive. D'accord. C'est en fonction de la maladie que la riposte s'organise. Je vous en prie. Voilà. Médecin de santé publique que je suis, je sais de quoi je parle. Donc je vais dire, Ebola, la transmission, c'est uniquement chez les malades qui transmettent. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc au moins, la cible est connue. On peut effectivement créer les conditions pour ne pas se faire contaminer. Et Ebola, il faut dire que la gestion de Ebola au Mali a été très bien conduite parce qu'il y avait l'ancrage institutionnel qui était logé à la présidence. Donc la rapidité de l'intervention, de réaction, de la mise à disposition de ressources a été effectivement assez efficace. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, celui qui a géré Ebola, c'est le professeur Sambasso. Il a été nommé, je pense, coordinateur pour l'Afrique, pour la lutte contre la Covid-19, effectivement.
et une certaine expertise. Et je pense que la collaboration doit pouvoir se faire pour effectivement conjurer cette épidémie. Donc nous avons besoin de toutes les compétences, de toutes les expertises. Nous avons reçu d'ailleurs des experts du CDC Afrique, qui sont des Africains, qui sont venus nous appuyer, qui sont présentement encore là au Mali, pour effectivement nous aider dans le domaine des équipes d'intervention rapide, du suivi, parce que vous avez toujours besoin d'un œil extérieur, quel que soit votre domaine de compétence, pour voir un tout petit peu quels sont les dysfonctionnements, etc. Parce que quand vous êtes dans l'effet de l'action, il y a certainement certains aspects que vous pouvez négliger qui sont assez importants. C'est comme le disent les sociologues, c'est la théorie de Johari, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ses propres défauts, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse vous les montrer. Moi, je l'ai traduit dans ma langue, je dis que la chamelle voit le cou tordu des autres chamelles, mais elle pense que son cou n'est pas tordu. C'est ça la théorie de Jo et Henri. Donc, je pense que c'est une collaboration qui est assez importante pour que nous puissions effectivement, ensemble, j'ai dit cette lutte-là, c'est fait avec l'implication de tout le monde. Nous avons non seulement les structures de santé publiques traditionnelles, mais nous avons associé la société civile, nous avons associé la Fédération nationale des associations de santé communautaire. Les tradithérapeutes et herboristes du Mali sont associés dans cette lutte. Ils nous ont aidés dans la campagne d'information, de sensibilisation, etc. Donc c'est vraiment avec tous les acteurs que nous pouvons tous ensemble venir à bout de cette pandémie. Professeur Akori, votre entité, l'INSP, est au cœur d'un gros paradoxe. On a parlé des tests. Ces tests mis ensemble, ça constitue des sous, ça constitue un fonds. Et il s'avère que, au sein de votre entité, il y a des bourdonnements, précisément des agents qui ont eu à gréver pour des questions de ristourne. Tout semble indiquer que vous avez des soucis de liquidité. Qu'en est-il exactement et comment en sommes-nous arrivés là? Merci, ça c'est vraiment une bonne question parce que nos agents sont en grève, sitting, puis grève depuis pratiquement, nous sommes à la 3e semaine. C'est pourquoi depuis tout ce temps, c'est nous-mêmes qui faisons le prélèvement, le directeur, l'adjoint, le chef de département, c'est nous qui faisons les prélèvements pour satisfaire les usagers. Je pense que ça c'est extrêmement important. Lorsque ces ressources, lorsque le décret de la primature qui a institué l'ouverture des frontières, parce qu'à l'époque il y avait la fermeture des frontières lorsqu'elles ont été le 25 et le 31 juillet, lorsqu'il y a eu l'ouverture des frontières, il a été institué parallèlement un test obligatoire pour entrer sur le sol malien, pour sortir du sol malien, Covid-19 qui devait être fait uniquement par l'Institut national de santé publique au tarif de 35 000 francs CFA. Donc nous avons commencé à percevoir ces ressources, comme nous sommes une structure avec autonomie de gestion, mais pour utiliser ces ressources, on s'est dit qu'il faudrait que nous faisions appel à notre conseil d'administration. Donc là, une session extraordinaire. Nous avons tenu une session extraordinaire, effectivement, parce que le personnel déjà commençait à demander les ressources, parce qu'ils voyaient qu'il y avait des entrées de ressources. Donc ils avaient demandé des ressources, ce qui est tout à fait normal et légitime. Oui. Mais à l'époque, nous avons tenu notre conseil d'administration extraordinaire, essentiellement sur cette question. Le conseil d'administration, dans sa large majorité, à l'exception d'un seul administrateur, le représentant du Trésor, avait donné quitus pour utiliser ces ressources. Et donc, il a donné les orientations en disant, ces ressources devaient servir à payer les tests Covid voyage, parce que les tests pour la surveillance épidémiologique, le test il est gratuit et c'est l'État qui le fournit. Mais d'autant plus qu'il y a une redevabilité parce que les gens payent des tests, il est tout à fait normal, effectivement, qu'on puisse payer, ces ressources-là servent à payer les tests de prélèvement et tout ce qui va avec. Et donc, on avait payé ces ressources-là parce qu'à l'unanimité, j'ai dit en dehors des représentants du ministère du Trésor qui avaient dit que non. Justement, c'est quoi ces réserves? Pourquoi lui, il a dit non? Bon, il dit que c'est des ressources qui doivent être reversées au Trésor et que ce n'était pas comment on appelle, de redevance. Il a estimé que c'est une taxe parafiscale.
donc qui devaient être versés au Trésor, que c'est le ministère de l'économie et des finances seul qui devait décider de l'orientation de ces ressources-là. Nous avons fait le CA le 17 et le 27, nous avons reçu une lettre du ministre des Finances pour nous dire de ne pas utiliser ces ressources, il faut les verser au Trésor public. Bien qu'à l'époque, nous avons dit que ce n'est pas une taxe parafiscale, parce qu'une taxe parafiscale, elle est orientée pour lutter contre un phénomène particulier, contre par exemple le tabac, contre l'alcool, etc. Mais là, c'est les usagers qui payent et en retour, ils doivent avoir un service. Donc c'est pourquoi on l'appelle redevance. Mais malgré tout, bon, ils ont les derniers mots, c'est les financiers. Et depuis lors, on nous a instruit de reverser ces ressources au Trésor public. Ce que nous faisons jusqu'à l'heure où je vous parle, nous reversons ces ressources-là au Trésor public. Ce que nous avions déjà, parce que le CA nous avait dit de payer, nous avons payé ces ristournes-là aux agents, pour un montant pratiquement de 146 millions. Le ministère des Finances nous a dit de rembourser ça sur nos fonds propres et sur les subventions, ce que nous avons fait. Et donc, nous n'avons pas de ressources propres pour payer les ristournes. Et justement, c'est pourquoi le personnel est toujours en grève pour demander ces ristournes. Il y a une évolution parce que le ministère des Finances a accepté effectivement de reverser 50% à l'INSP et les 50% au Trésor public. Mais depuis plus de 3 semaines, pas plus qu'hier, nous avons une réunion encore avec le ministère des Finances pour revoir ce projet de décret qui n'a toujours pas été signé. Et je pense que c'est ce que les travailleurs réclament pour que ce décret soit signé afin qu'effectivement une partie des ressources qui sont générées par l'Institut avec le fruit du travail de ces travailleurs-là puissent être reversées à l'Institut afin de les payer des restaurants. Je rappelle que avec la Covid voyage, elle a carrément annulé toutes les activités de l'Institut parce qu'avec la maladie, les gens ne viennent plus. Donc le laboratoire en réalité n'est plus fonctionnel. Et nous avons utilisé les consommables du laboratoire pour faire face à cette thèse. Parce que les gens qui sont hospitalisés, les analyses, le bilan biologique, l'Institut y participe pour faire ce bilan. Donc nous avons utilisé et nous n'avons pas eu de ressources en retour. Par contre, les autres hôpitaux, on les a donné des ressources par rapport au manque à gagner lié à la maladie. Et l'Institut national de santé publique n'a pas reçu un rotin par rapport à cela. Donc je pense que lorsque ce décret va être signé, les 50% pourraient aider non seulement à effectivement payer les kits et les tests pour la Covid voyage, et puis bien sûr une partie, comme le disent les lois, déduction des charges, les 30% doivent servir au restaurant. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de ressources, nous attendons que ce décret soit signé. Donc en fait, la poire a été tranchée en deux. Oui. Théoriquement sur le papier, mais on attend le décret. On attend le décret et puis voilà, il n'y a pas de rétroactivité, donc tout ce qui a été versé, ça reste au Trésor. J'aimerais justement savoir une chose par rapport au test. Quelles sont les difficultés que vous avez avec cette grève? Mais aussi de façon globale, depuis que le combat contre la Covid a commencé à aujourd'hui, quelles sont les difficultés que l'équipe du professeur Akori a eu à avoir? Bon, nous avons pas mal de difficultés par rapport non seulement à la surveillance épidémiologique. Là, nous demandons les ressources au Trésor public qui nous le donne. Effectivement, il y a eu des moments où il y a eu des retards. Les gens avaient fait 3 mois sans être payés, ceux qui sont à l'aéroport, parce que c'est nous qui prenons en charge tous les labos, les 4 labos, mais aussi ceux qui sont à l'aéroport pour la surveillance épidémiologique. Et donc, il y a eu un retard, mais pour l'instant, ça, c'est en tout cas jusqu'en décembre 2020, ça a été géré. Ça, c'est un élément important. Et nous avons des préoccupations par rapport, depuis l'introduction des tests voyage, le nombre de tests a augmenté. Ça a été multiplié même par 3. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2000 tests par jour. Donc, c'est une moyenne de 1380 à 1500 par jour. Et donc, l'activité a augmenté. Et non seulement il y a les tests pour la surveillance épidémiologique, et il y a les tests de voyage. Et si bien que nos équipes travaillent pratiquement, j'allais dire 24-24, même s'ils seraient là. Ça, c'est des éléments importants. Et le deuxième aspect, c'est qu'avec l'introduction
de tests voyage qui se font à l'INSP. Nous avons même des difficultés à faire respecter les mesures barrières, nous avons tracé et tout. Nous avons un afflux extrêmement important de passagers, surtout la matinée. Il y a des jours particuliers où vous avez, je dis, une file indienne de je ne sais pas combien de mètres, plus de 150 mètres, et avec une équipe réduite, surtout lorsqu'il y a grève. Même lorsqu'il n'y a pas de grève, franchement, jusqu'à midi, 13h, c'est une affluence énorme. Parce que tout le monde veut venir pratiquement au même moment pour faire le test rapidement et aller. Mais malgré tout, l'affluence et le nombre de cas, nous arrivons à donner les résultats le lendemain à partir de midi. Ça, c'est vraiment... lorsqu'on instituait ces tests, le comité scientifique avait dit, effectivement, il faudrait donner les tests 3 jours, c'est-à-dire le résultat de 3 jours. On voit les autres pays, c'est 4 jours, 5 jours, même en France, personne n'a les tests le lendemain. Aux États-Unis, pareil. Mais nous, on est un des rares pays. Dans la sous-région aussi, très peu de pays donnent les tests le lendemain. On est l'un des rares pays qui fait, vous avez fait votre test aujourd'hui le lendemain, à 10 heures c'est après, le temps de mettre dans les enveloppes et tout, on commence à délivrer les certificats à partir de midi. C'est un pari que nous avons tenu depuis le début jusqu'à nos jours. Malgré, même lorsqu'il y a des grèves, avec une équipe restreinte, ces gens travaillent jusqu'au matin pour rendre le service à nos concitoyens. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. C'est des gens qui travaillent. Franchement, vous voyez qu'ils ne sont pas fatigués, mais ils sont lessivés. Mais malgré tout, effectivement, nous sommes au rendez-vous pour rendre le service public. Professeur Akouri, avant d'aborder la toute dernière question, on parle de l'INSP. En quelle année l'INSP a été créé? Et parlez-nous un peu de l'agenda de l'INSP. C'est-à-dire l'INSP dans la semaine. Quels sont les jours où les candidats au test viennent? Le lundi, c'est quoi? Le mardi, c'est quoi? Jusqu'au vendredi. Quelle est l'organisation dans ce contexte particulier? L'Institut national de santé publique a vu le jour suite à la fusion, je dis, des autres structures en 2019, en juillet 2019. Et aujourd'hui, en plus de ces missions traditionnelles, c'est une structure de recherche, une structure de formation, une structure qui a en charge la veille sanitaire. Nous sommes le point focal du règlement sanitaire international. Donc tout ce qui est veille sanitaire, surveillance épidémiologique relève de l'Institut national de santé publique. Quelle que soit l'épidémie, lorsqu'il y a eu Crimée-Congo à Mopti, nous sommes allés faire le prélèvement et tout, et pour gérer cette épidémie. Heureusement qu'il s'est éteinte très rapidement parce que celle-ci, elle est extrêmement contagieuse et extrêmement mortelle. Une mortalité de près de 50%, 40 à 50%. Heureusement, nous avons réussi à la juguler le plus rapidement possible pour faire face à la Covid. Si on devait faire face et Crimée-Congo et Covid, ça n'allait pas être facile. Donc, de ce point de vue, pour les tests, nous faisons les tests du lundi au dimanche. Il n'y a pas un jour de repos. Du lundi au dimanche. Parce que les voyages, on ne peut pas dire à un voyageur qui doit voyager le dimanche ou bien le lundi, il doit faire son test le samedi, avoir son résultat le dimanche. On ne peut pas lui dire non, vous attendez lundi. Donc nous travaillons du lundi au dimanche, pas un seul jour de repos. Quels sont les horaires? Que ce soit jour férié, que ce soit le 22 septembre, que ce soit la Tabaski, que ce soit le Mawlud, nous sommes là du premier jour au dernier jour de la semaine, du 1er janvier au 31 décembre. Les horaires, s'il vous plaît? Nous sommes là-bas depuis 7h30, les équipes là-bas depuis 7h, de 7h30 jusqu'à 17h, 18h. Parce qu'il y a des gens qui viennent en retard. Sinon, nous avons dit, le résultat, c'est de midi à 14h30. Mais je vous dis, jusqu'à 19h, il y a des gens qui viennent, 20h même, souvent jusqu'à 21h, 22h, des gens qui viennent chercher le résultat. Il y a une équipe qui est là pour leur donner satisfaction. Ok, professeur. La dernière question, c'est par rapport à vos soucis financiers. Vous le savez, l'époque à laquelle vous étiez nommé, il y avait un ancien régime, celui du président Ibrahim Boubacar Keïta. Quand la Covid est arrivée en terre malienne, un appel a été fait, comme lors de la guerre en 2012. Il a été demandé à tout un chacun de contribuer, donc l'effort sanitaire. Un fonds s'est constitué.
On parle même d'environ 500 millions ou 500 milliards. En tout cas, il y a un montant colossal qui a été fait. Ce compte, il est là. À un moment donné, il y a même eu une polémique entre le Premier ministre d'alors, Dr Boubou Cissé, et le ministre de tutelle, Dr Michel Amala Sidibé, sur la gestion du compte, parce qu'à un moment, le peuple ne comprenait pas qu'il y a un compte, on voit les montants qui sont relayés sur les médias, et qu'on ne sente pas que ces comptes soient injectés. C'est suite, dans la confusion de la polémique, il y a eu le coup d'État. Nous sommes à l'heure de la transition. Ce compte, qu'en est-il? Où en sommes-nous? Et l'INSP, par rapport à ce compte, comment est-ce que ça doit et ça va se passer? Merci. Ça, c'est vraiment une excellente question. Je vous en prie. Une excellente question, je pense, qui va permettre d'éclairer tous nos concitoyens. C'est ce qu'on appelle le fonds de concours Covid qui est logé à la BMS. Effectivement, il y a des contributions individuelles, il y a d'autres contributions. Le montant est de 6 milliards 300 millions. 6 milliards 300 millions. 6 milliards 300 millions, si je ne me trompe pas. Parce que je suis membre de ce comité de gestion. Nous avons au niveau du ministère de la Santé, nous avons le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur national de l'Institut national de santé publique et le DFM du ministère de la Santé, pour ce qui est côté santé. De l'autre côté, c'est présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, et nous avons le directeur des finances, le directeur du Trésor, le directeur de la DGMP, des marchés publics. Nous avons aussi la société civile qui fait partie, la Chambre de commerce et d'industrie fait partie, les gens de la société civile. Donc il y a un comité effectivement de pilotage qui a commencé à se réunir, que je pense que nous sommes à la 4e réunion. On se réunit tous les mardis. C'est maintenant qu'on fait les réunions à une quinzaine, sinon on se réunissait tous les mardis à partir de 15h, 15h30 au ministère des Finances. Nous avons essayé d'orienter les ressources par rapport à ces fonds. Il avait été demandé au ministère de la Santé d'exprimer ses besoins. Et on avait dit que ces fonds-là devaient être uniquement orientés, pas pour le SAFT, vraiment ne devaient prendre que le gros équipement, parce que les partenaires qui ont financé, il doit avoir une transparence et une évaluation sur ces fonds. Et donc, il faudrait que ce soit quelque chose de visible. Parce que si vous payez des per diem, etc., bon, il y a des papiers qui montrent que les gens ont été payés, mais ce n'est pas quelque chose de visible. Et donc, il a été décidé que ce fonds ne fasse que les gros investissements. Et dans ce fonds, nous avons réussi à faire en sorte qu'un laboratoire P3 soit construit à l'Institut national de santé publique. Ils ont prévu un montant de 950 millions, je crois. Et donc, il a été prévu aussi d'équiper les centres de prise en charge et qui ont des problèmes par rapport à la source d'oxygène. Vous savez que l'hôpital du Mali consomme presque par jour 100 bouteilles d'oxygène. Par jour. 100 bouteilles d'oxygène par jour. Donc leur comment on appelle structure, leur plateau technique. Qui produit l'oxygène à leur niveau, c'est dépassé. Leur incubateur, on va dire. Voilà, dire. donc maintenant on a prévu effectivement de prendre en charge pour le point G et pour l'hôpital du Mali, pour l'hôpital d'Hermato, sur ce fonds. Et ensuite, il y a d'autres. On a demandé à toutes les structures du ministère de la Santé d'exprimer leurs besoins en termes d'équipement. Donc là, toutes les structures, y compris les régions, ont exprimé leurs besoins. Et là, effectivement, maintenant, le DFM est en train de préparer les marchés et ça va se faire sous peu. Donc c'est vraiment pour le gros investissement. Dans ces fonds, il y a un montant japonais, je crois d'1 milliard et quelques, qui a des destinations particulières, dans lesquelles il y a un fonds qui doit être donné à la FENASCOM et une partie, je crois 23 millions qui doivent revenir à l'INSP pour la communication, etc. Ça c'est parti parce que la destination était déjà donnée par le fonds japonais. La communication? Non, je ne sais plus si c'est communication. En tout cas, c'est un montant de 23 millions, je crois, pour l'INSP. On espère que quand même pendant la communication, Bousso TV sera avec vous. Je ne sais pas c'est quoi précisément, en tout cas. De toute façon, il y a une orientation précise. Il y a une orientation précise, on ne peut pas aller au-delà. Et la FENASCOM, je crois, a eu un montant, je crois, de 150 millions, je ne sais pas. Ça doit être la communication. Elle a déjà touché ça?
leur chèque a été déjà fait, mais pour l'NSP, nous ne l'avons pas encore reçu. Justement. Nous ne l'avons pas encore reçu, mais j'espère que ça ne saurait tarder parce que, pas plus qu'hier, j'ai demandé à l'agent comptable parce que quand la FENASCOM a dit qu'ils ont reçu leur chèque, j'ai dit bon, pourquoi nous pas encore? En tout cas, on ne l'a pas encore reçu, j'espère que ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est une affectation particulière. Donc là, ils l'ont enlevé de 6 milliards, etc. Donc, c'est le reste, les 5 milliards et quelques qui vont servir à un gros équipement pour renforcer le système de santé. Donc chaque hôpital a demandé ce dont il a besoin en termes d'équipement, vraiment pour renforcer notre système de santé. Donc de ce point de vue, effectivement, ce fonds, une communication d'ailleurs sur le site du ministère des Finances et du ministère de la Santé doit être faite pour plus de transparence par rapport à la gestion de ce fonds. Donc la gestion, pour l'instant, je dis que je fais partie du comité de gestion, donc elle est transparente. On n'a pas commencé encore, mais la décision a été prise d'engager, c'est maintenant le DFM qui doit engager les marchés. Il a eu plus le temps de prendre les spécifications avec la CEPRIS et pour que effectivement ce qui a été demandé par les structures soit réellement ce qui doit être fourni. Et donc là, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de souci. Professeur, il y a une connectivité pour le citoyen lambda. Il y a un fonds, vous l'avez développé. Il va vers les équipements, vers même les infrastructures. Heureusement, chose naturelle, vous faites même partie du comité de pilotage. Et ce fonds même a vu le jour avant même que le test PCR n'existe. Pourquoi vos difficultés financières au niveau de l'INSP ne peuvent pas être imputées au niveau de ce fonds? Parce que pour un citoyen lambda, c'est un fonds Covid. Vous êtes l'entité, le démembrement du département en charge du Covid. Pourquoi ce fonds, quelque part, ne peuvent pas vous aider dans ces contraintes, cette conjoncture financière que vous vivez? Bon, il faut dire que ce fonds, j'ai dit que la réunion du comité de pilotage s'est réalisée d'ailleurs à la demande insistante du ministère de la Santé. Depuis quand? C'est sous la transition. Ok. C'est sous cette transition. Avant, il n'y a jamais eu de réunion. Justement, le ministère a écrit, a demandé quelle est la situation de ce fonds. On était comme vous, on pensait que, bon, ce fonds, qu'est-ce qu'il est devenu? En fait, il est tout à fait, les ressources sont tout à fait sur place. Mais donc, c'est ce comité qui, effectivement, de façon pratiquement majoritaire, ont décidé, au lieu de payer vraiment quelque chose qui n'est pas très visible, parce que c'est pour vraiment le contrôle, les audits par rapport aux partenaires qui ont financé, qu'on voit que c'est sur quelque chose de périn. Un test, vous allez, bon, le test, il va être consommé, c'est comme du soft. Il va être consommé, peut-être qu'il y a juste les papiers, factures qui montrent qu'il y a le test, mais on ne va pas voir le test lui-même. Mais quand vous construisez un laboratoire, il est visible. Quand vous équipez le point G comment on appelle, d'une IRM, c'est visible, etc. En tout cas, ils ont majoritairement décidé de payer des équipements lourds qui sont visibles pour vraiment la transparence de la gestion, dans la gestion de ce fonds. Donc, c'est ce qui a été pris comme décision. Malheureusement, donc, les tests ne sont pas éligibles. Voilà. Les textes ne sont pas éligibles. Les tests Covid là, ne sont pas éligibles parce qu'on considère ça comme du soft. Oui, mais justement, jusqu'à présent, je reste un peu sur ma faim. Je me dis quand même qu'il y a ce fonds. Je parle comme le citoyen lambda. Hein. Est-ce que, étant membre, il n'est pas possible de faire une demande? En fait, il ne peut pas venir en appui par rapport aux contraintes financières que vous avez. Parce qu'on vous a carrément imputé au test PCR qui vient d'être cédé. Mais je me dis que quand même, c'est une question de disponibilité. Et ce fonds, il est là, vous y êtes membre. Bon, est-ce qu'il n'y a pas l'éventualité que ces fonds-là vous viennent en appui? Nous demandons au Trésor public chaque fois que nous avons des besoins. Il y en a qui sont satisfaits, il y en a qui ne sont pas satisfaits. Est-ce que dans vos besoins au niveau du Trésor, vous avez parfois évoqué qu'il y a la fronde, il y a des soucis de trésorerie? Est-ce que le fonds... Vous pouvez être certain que je ne suis pas du genre à masquer les choses. Ça, franchement, je suis universitaire, il y a des choses que je dis non. Ça, je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit et je l'ai répété à maintes reprises. J'ai dit, même la dernière réunion, je l'ai évoqué, j'ai dit, les choses traînent. J'ai dit, le fonds que nous avons déjà versé, ne serait-ce qu'au compte de tests, vous voyez, c'est près de 3 milliards. Au moins que nos demandes puissent être satisfaites. Nous faisons la demande pour les tests, nous attendons, et souvent, effectivement, ça prend du temps.
alors qu'en principe, dans le cadre de la Covid, les choses doivent être vraiment accélérées. L'administration est ce qu'elle est. Nous n'avons pas de pression sur le ministère des Finances, mais en tout cas, nous nous contentons en tout cas d'exprimer nos besoins. Et chaque fois, si vous vous rappelez, régulièrement, je fais le point du nombre de jours qui nous restent en termes d'intrants pour les tests voyageurs. C'est mon rôle. Je calcule, je dis voilà, il nous reste tant de jours, il nous reste tant de jours, pour qu'ils comprennent qu'il faut accélérer. Souvent, les choses traînent vraiment au niveau pas du Trésor, mais au niveau du ministère du Budget. On a beaucoup de préoccupations. Avant que ça ne passe, ça prend du temps. Je pense qu'il faut effectivement que les choses soient accélérées, que les gens prennent la mesure que nous sommes dans une épidémie et donc c'est l'urgence. Souvent, vraiment, nous avons des préoccupations par rapport. Ça traîne. Là, nos demandes avant qu'elles ne soient satisfaites, ça prend souvent du temps. Professeur Akori, quel est votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, vraiment, je pense que la Covid-19, c'est l'affaire pas seulement des professionnels de santé, encore moins du coordinateur national, c'est l'affaire de tous les Maliens. Parce que chacun peut avoir son proche, son parent peut être affecté par cette maladie. Et lorsqu'on est affecté par la maladie, on ne connaît pas l'issue. Est-ce qu'elle va être fatale ou pas? Donc c'est extrêmement important que nous nous donnions tous la main pour conjurer tous les problèmes connexes. D'abord, financiers, je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. De mon point de vue, vraiment, quand nous demandons quelque chose, ça doit être fait avec célérité. Et effectivement, sur le plan organisationnel, sur le plan de la communication, sur le plan de la sensibilisation, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'ensemble, nous puissions effectivement laisser, au moins pendant cette année 2021, il ne faudrait pas que cette épidémie soit encore avec nous en 2022, nous ne le souhaitons pas. Mais si nous conjuguons nos efforts, je pense que nous pouvons réduire vraiment la contamination. Nous voyons que le pic vraiment est en train de chuter depuis maintenant 4-5 semaines. Nous espérons que ça continue. Nous souhaitons que la nouvelle variante ne vienne pas nous relancer encore le pic épidémique. Mais ça, c'est avec les efforts conjugués de tous les citoyens qui ne soient plus dans le déni, que chacun soit un défenseur, je veux dire un communicateur à son niveau. C'est pourquoi nous comptons aussi sur les écoles avec cette bonne initiative qui a été prise par le ministère de l'Éducation pour la première semaine donner des cours sur la Covid aux enfants. C'est une très bonne initiative parce que les enfants, c'est de très bons communicateurs. Lorsqu'ils sont convaincus de quelque chose, ils peuvent le diffuser dans la famille. C'est eux qui peuvent dire attention papa, il faut utiliser la bavette. Attention papa, il faut se laver les mains, etc. Donc je pense que ça, c'est des bons vecteurs de sensibilisation, mais au-delà des communicateurs que vous êtes vraiment en première ligne pour non seulement combattre les fake news qui sont de nature au contraire à créer les doutes dans l'esprit des concitoyens par rapport à la vaccination, par rapport au fait que la maladie n'existe pas. Je pense qu'on a dépassé ce stade. Il faudrait qu'ensemble nous donnions la main pour conjurer cette épidémie. Fidèles téléspectateurs de Mousso TV, vous étiez dans l'édition spéciale de votre émission autour de la Covid. L'invité du jour est justement le monsieur Covid du Mali, le professeur Akori Iknan, c'est bien ça? Iknan, qui nous a orienté sur les décisions qui viennent d'être prises, la question du vaccin, en plus le scepticisme qu'il ne faut pas avoir. Comme il l'a dit, la Covid n'est pas qu'une question du seul coordinateur, du seul gouvernement, c'est la question de tous. Soyons tous des communicateurs, soyons tous communicants autour de la maladie. Elle existe, elle tue. Et nous avons vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Ne soyons pas minimisants sur cette pandémie avec la variante que le professeur a eu à expliquer. Et nous comptons jouer notre partition au niveau de Mousso TV. Avant de vous quitter, nous tenons à lancer un clin d'œil à votre présentatrice, Madame Mété, qui vient de convoler en juste noces et qui bientôt sera là pour continuer l'aventure autour de la Covid. Vous pouvez retrouver cette émission au niveau de Mali Vision, chaîne 254. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook Mousso TV
où vous pouvez aussi revoir cette émission, mais il y a aussi notre page YouTube. Au revoir et à très bientôt. Restez branchés sur Mousso TV.